Merci. Comme co-président de l'AMEX, je suis très heureux que cette mission puisse être lancée. Je crois qu'elle était consensuelle dans les enjeux. Et donc, moi, je vais vous indiquer les raisons pour lesquelles je souhaitais qu'on puisse travailler. Je suis très heureux que Stéphanie et Adrien soient les rapporteurs de cette mission. C'est notamment dans un enjeu, pour reprendre les termes consacrés, de soutenabilité de cette dette à terme, de voir si les outils aujourd'hui existants, au moment où le cantonnement envisagé de celle-ci, qui était donc prévu à l'horizon 2032, 2033, et dont on nous dit que les projections pourraient être plus favorables et être avancées à 2032, mais que dans le même temps, toutes les projections de la trajectoire des finances publiques, ou celles qu'on a adossées au PLFSS que nous votons, ou plutôt qui est adopté par 49.3, indiquent un creusement des déficits dans les années à venir, pour une dette donc nouvelle, qui n'est donc pas concernée par le mode premier, qui est celui de cantonnement à la CADES. Et donc la question lourde qui est posée, c'est celle de la soutenabilité de ces déficits à venir constatés en 2022, enfin au-delà de 2023, 2024, 2025, et le type d'anticipation que vous avez du côté de l'URSSAF pour la partie de la dette qui vous incombe et qui n'est pas transférée pour le flux nouveau. Pardon, tout ça est un peu compliqué, mais je crois qu'on se comprend. Et donc, ma question est, qu'est-ce que vous avez sur les étagères, si j'ose dire, aujourd'hui, face à... et quel type de propositions vous êtes amené à formuler à l'exécutif, notamment, mais le législateur est aussi concerné, sur le devenir de ce déficit. C'est la première question, de ce déficit et donc de cette dette future, parce que notre regard, en gros, n'est pas que rétrospectif, il est aussi prospectif sur la dette à venir. Et sur le choix historique, depuis 1996, d'isoler la dette des régimes de sécurité sociale de celle de l'État. C'est les débats qui ont existé un peu au moment de la création de la CADES en 1996, mais surtout au moment de l'affectation de ce qu'on appelle la dette Covid en 2020 par la loi du 7 août 2020. Les choses se sont faites très rapidement dans un contexte un peu traumatique post-Covid, mais sur lequel on peut avoir un questionnement. Et ça, c'est la deuxième question précise. Peut-être que vous n'aurez pas les chiffres précis ici, mais moi, je souhaiterais que nous-mêmes, nous puissions les procurer ou les demander auprès de la direction de la sécurité sociale. Là, regard rétrospectif, j'aurais dû commencer par là avant ma première question qui était prospective, qui est dans les 92 milliards dont Adrien Clouet vous parlait, qui était donc le plafond des déficits cumulés de l'assurance maladie, du FSV et des non-salariés, enfin des agricoles, sur 2020-2023. Quelle est la part de ce déficit dont on peut, de manière certaine, imputer la survenance aux dépenses exceptionnelles de la branche maladie liées à la crise Covid, concrètement l'augmentation des congés maladie pour les gens qui étaient malades, les augmentations d'un certain nombre de dépenses de soins, pas besoin de faire de dessin, les masques, après les vaccins, après. Et puis la part, donc ça c'est la part dont on peut dire qu'elle est stricto sensu sécurité sociale, et dont on pourrait comprendre qu'elle est affectée à la CADES, dans le cadre législatif qui préexistait, mais la part de ce déficit, et donc de cette dette, qui procède des décisions de l'État, notamment dans des baisses de recettes que l'État a décidées, des exonérations de cotisations sociales ou des reports de cotisations sociales qui ont été décidés, et dont l'imputation à une dépense stricto sensu maladie et donc Covid, et donc CADES peut être plus discutable. Je ne sais pas si ma question est claire. Derrière elle, pour être transparent, il demeure quand même cette question de savoir si la décision politique qui a été prise en 2020 d'imputer la totalité de la dette Covid à la CADES, donc d'en prolonger la durée de vie de 8 ou 9 ans, et donc de mobiliser les ressources de la CADES
essentiellement la CRDS et la fraction de CSG qui finance la CADES, et une partie du fonds de réserve des retraites, ne privent pas dans le même temps la sécurité sociale, donc l'URSSAF, de ressources pour solvabiliser ou financer des besoins de sécurité sociale qui aboutissent au déficit que nous constatons, et en plus ne permet pas de couvrir de nouveaux besoins sociaux qui apparaissent. L'amoureux de la branche autonomie que je suis vous dirait qu'on pourrait utiliser ces ressources pour autre chose. Voilà. Donc, est-ce que vous, c'est des choses que vous avez regardées, et si c'est pas vous, en tous les cas, il faudrait que nous, on puisse serrer ce qui relevait stricto sensu d'une dette assurance maladie imputable à la CADES, et ce qui était plutôt la conséquence des décisions de l'État. Et là, je mets sur la table, dans la réflexion, que quand l'État décide de mesures qui affectent les finances de la sécurité sociale, il y a un principe qui est celui de la compensation par l'État. Quand il y a des exonérations de cotisations sociales, à 98%, elles sont compensées par l'État. Il reste des petits bouts qui ne le sont pas. Et que donc, du coup, on a là un jeu de bonneteau entre les finances de l'État et les finances de la sécurité sociale qui se sont retrouvées plombées du fait de décisions, peut-être légitimes par ailleurs, prises par l'État, mais financées par les finances de la sécurité sociale. Merci pour vos questions, Monsieur le Président. Elles sont très claires. Sur la deuxième question, je préfère vous dire, nous n'avons pas la réponse. Je pense que ça excède un peu cette décomposition, les fonctions habituelles et les champs de travaux de l'URSSAF Caisse nationale. Mais on regardera quand même, et si on a des éléments factuels déjà établis, on pourra les répercuter dans notre questionnaire, mais je ne suis pas sûr que nous ayons ces données, cette décomposition, même si nous comprenons très bien votre question qui est très claire, sur l'analyse prospective. Côté URSSAF Caisse nationale, nous avons une mission qui est de financer de manière sécurisée la sécurité sociale et un peu plus largement la protection sociale, parce que nous n'avons pas dans nos attributaires que les caisses du régime général. Donc, une fois qu'on se dit cela, on a forcément une analyse qui est technique et qui a une dimension prospective. Donc, ce que l'on voit, si l'on en croit, donc les chiffres qui sont présentés dans les documents type CCSS ou PLFSS, on a une augmentation du déficit cumulé de la sécurité sociale dans les années qui viennent. Dès lors, pour nous, il y a plusieurs voies possibles, mais encore une fois avec une analyse technique. Soit on assistera à une réduction de ces déficits par rapport à ce qui est prévu. C'est une première famille d'options, en jouant sur les dépenses ou sur les recettes. Soit on aura une reprise de dette par la CADES qui sera augmentée, soit dans le cadre législatif actuel, s'il reste des marges. C'est la nuance que vous avez mentionnée, Monsieur le Président, en disant 2033-2032, soit par une nouvelle reprise de dette, soit cette dette sera portée par l'URSSAF Caisse nationale. Et donc ça impliquera quoi? Ça impliquera d'augmenter notre encours et donc d'aller un peu plus en profondeur sur le marché. Donc chose qui a déjà été faite dans le passé au moment des crises sur une courte période, et donc chose que nous devrons faire sur plus longue période si le cas se présente. Donc c'est ça notre analyse aujourd'hui. Et nous allons faire un travail d'instruction, mais qui n'a pas encore de dimension d'urgence, parce que pour 2024, nous n'avons pas ce problème, notamment grâce aux reprises de dette par la CADES, nous n'avons pas ce problème en 2024. Donc il n'y a pas de dimension d'urgence absolue, mais en tout cas c'est un travail qu'on doit faire, parce que dans les mois ou années qui viennent, c'est une question qui va se poser, sur laquelle on doit avoir une doctrine très claire et très sûre. Donc c'est un travail qui est en cours d'instruction. Pardon.